Moi, je me suis toujours dit, quand j'étais petite, ouais, le jour où mon mec il me trompe, je le quitte. Ouais, le jour où mon mec il me tape, mais jamais de la vie, évidemment que je le quitte, je porte plainte. Mais en fait, quand t'es dans le truc, pas du tout. Vraiment, il m'a trompé 100 fois, je suis pas partie. Je suis partie au bout de la dernière, enfin, la fois où je pensais que j'allais crever, quoi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Paola Locatelli, qui est créatrice de contenu et comédienne et qui va nous raconter son parcours. Mais c'est pas moi qui vais animer l'émission, c'est Julia Molcou qui va faire sa première sur Légende. Donc bienvenue à elle. Elle va gérer cette interview d'une main de maître. Mais alors juste avant, je voulais remercier, si vous voulez bien, Fruits, qui est notre partenaire pour cette vidéo, qui est une application de rencontre. Alors quand on en a parlé dans les couloirs, il se trouve que Sébastien, qui anime souvent des émissions ici, on va croire que c'est faux et je vous jure que c'est vrai pourtant, a rencontré sa femme sur Fruits. C'est vrai. Et je me suis dit, mais attends, au lieu de faire une promo machin classique, autant que tu racontes juste, c'est une application de rencontre où on rencontre en fait quelqu'un avec des fruits, c'est-à-dire que vous mettez quel fruit vous êtes. Par exemple, si tu mets raisin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'ai pris moi. Et raisin, en fait, c'est tu vas boire un verre avec la personne et si ça marche bien, tu peux aller faire plusieurs rendez-vous, tout ça. Donc raisin, il y en a plusieurs. Hein. Vous pouvez être pêche, vous pouvez être cerise. Cerise, c'est quoi? Cerise, c'est que tu vas être en couple. Donc c'est vraiment ta seule démarche, c'est de rencontrer des gens pour être en couple. C'est sérieux. Ouais. Après, tu peux avoir la pêche, donc c'est moins sérieux. Pastèque, c'est moins sérieux, mais un peu plus sérieux, plus régulier, on va dire. Ça vous permet de directement, en fait, prévenir la personne de ce que vous recherchez. Oui, tu peux rechercher directement les gens qui ont les mêmes envies que toi, ou même des personnes qui n'ont pas les mêmes envies. Voilà, en fait, c'est un peu... Tu joues un peu sur ce que tu as envie, ce dont tu n'as pas envie, quoi. En fait, toi, ça fait 3 ans que tu as rencontré ta femme, donc du coup, il a désinstallé l'application. Oui. Tu n'as pas connu le système d'accroche. Le système d'accroche, c'est pour essayer de briser la glace au début, quand vous ne connaissez pas. Pour avoir un sujet de discussion, vous pouvez mettre, par exemple, on m'a déjà dit que je ressemblais à, et puis là, vous mettez un nom. Ou alors, j'ai eu mon dernier fou rire à cause d'eux, puis vous mettez quelque chose. Toi, on t'a déjà dit que tu ressemblais à quelqu'un, par exemple? Non. Alors, récemment, on m'a dit sur la page de Légende, sur les commentaires de vidéos, que j'avais la même voix que la version française de DiCaprio. Mais ça, c'est tellement vrai. En fait, j'ai eu 45 messages ou 50 peut-être, et je me dis, bon, peut-être qu'il va finir par y croire, et s'il cherche quelqu'un... C'est tellement vrai. En fait, dans les podcasts, si vous nous écoutez sans voir Seb, c'est la même voix que le mec qui double Leonardo DiCaprio. Damien Viteka, c'est ça. Ouais. Il fait aussi le doublage de pas mal de gens. Oui, Tobey Maguire, Spider-Man. Okay. C'est la même personne qui fait ces voix-là, quoi. Assez jeune, en fait, avec un grain de voix qui ressemble. C'est vrai, maintenant que... Et alors, juste, t'as pas fait de screen, parce que je voulais qu'on prouve... Je t'ai demandé avant, je t'ai dit, est-ce que t'as un screen? Mais tu m'as dit, non, j'ai quelque chose d'autre. J'ai quelque chose d'autre, et c'est ça. C'est la première conversation que j'ai eue avec ma copine, du coup. C'est notre premier échange le 24 mars 2022, où je me présente en tant que Seb de Fruits, quoi. Salut, c'est Seb de Fruits. Il n'y a pas plus vrai que ça, hein. Elle pourra témoigner pour prouver que c'est vrai. Voilà. C'est fou, salut Sébastien, je peux me permettre de lire? Bah oui, on en est plus. Ta soirée est bonne, oui, ma sœur est partie, cool, grande famille de ton côté. C'est toi qui relance, hein? Oui. C'est-à-dire que, t'as vu? Non, mais c'est toi qui mets des petits points d'interrogation, elle répond juste, j'ai 2 petites sœurs. Oui, et quand tu lui dis, et là tu te vexes un peu, tu dis ok, pour voir si elle va revenir. Et là, il dit, et toi? Et là, tu sais que c'est bon, elle va relancer un peu la discussion, quoi. C'est les débuts, c'est compliqué, les débuts, c'est pas trop... Bon, voilà. Je suis fils unique, mais je le vis bien. C'est marrant, c'est un peu ridicule, les discussions. Oui. Pas les tiennes, hein, je me Ouais, non, mais en fait, quand tu les lis en public, c'est pas pareil que quand t'es seul devant ton téléphone, ça c'est évident. Bon, en tout cas, merci à Fruits de nous avoir sponsorisé cette vidéo. Merci 1000 fois à eux. Je vous mets le lien cliquable sous la vidéo si vous voulez aller chercher sur YouTube, si vous voulez télécharger l'application. Et elle est dispo aussi en podcast audio. Je vous mets dans la description, voilà, sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci 1000 fois de nous suivre. Paola Locatelli, présentée par Julia Molcou. Maintenant sur Légende, on y va. Salut à tous, c'est Julia, c'est ma première vidéo sur Légende et aujourd'hui je reçois Paola Locatelli. Paola est une créatrice de contenu et une actrice et elle va venir nous raconter son parcours, ses débuts sur YouTube, sa relation toute particulière avec Rihanna, mais aussi la violence des réseaux sociaux, violence à laquelle elle a été souvent confrontée. C'est parti avec Paola. Salut, c'est Paola, on est sur Légende aujourd'hui. C'est parti. Merci beaucoup. Salut Paola, je suis très contente de te recevoir. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle Le cœur engagé chez Marabout, qui est un livre dans lequel tu donnes envie aux gens, et notamment aux jeunes, de s'engager pour eux-mêmes ou pour une cause. C'est quand même un très beau projet. Mais alors, c'est quoi ta définition à toi de l'engagement, Paola ? Pour moi, l'engagement, ça prend vraiment forme dans plein de situations différentes. Dans mon livre, j'ai vraiment décortiqué le mot engagement parce que j'ai l'impression que c'est un mot qui peut faire un petit peu peur, c'est un mot qui est assez impressionnant et au final, c'est un mot qui est rempli de positivité. Et pour moi, l'engagement, on peut s'engager d'un niveau très personnel. Tu vois, aujourd'hui, on s'est toutes les deux engagées à venir ici, à parler ensemble et à se découvrir. Tu t'engages avec tes potes, ta copine qui va pas bien, t'es là pour elle. Mais tu peux aussi t'engager dans une association, tu peux t'engager dans le monde.
Donc vraiment, et pour toi, toutes les plein de causes choses. se valent et tous les engagements se valent. Et c'est ça qui est très Bien fort dans sûr, ton livre, il n'y a justement. pas de grands engagements, tu vois. J'aimerais bien qu'on reprenne l'histoire depuis le début. T'es né où et t'as grandi où? Je suis née à Thionville, c'est dans le 57 en Lorraine. Ouais. Donc vraiment la campagne pure et dure. Je suis restée là-bas jusqu'à mes 2 ans. Ensuite, mes parents se sont séparés, donc je suis allée vivre avec ma mère à Vincennes, Ok. toute mon enfance, jusqu'à mes 17 ans. Et après, je suis venue sur Paris. Et directement. t'es né dans quel milieu social? Ils faisaient quoi, tes parents? Alors, ma mère, elle est ATSEM en maternelle. Et mon père, il travaille en banque. En ATSEM, Lorraine. c'est les dames qui accompagnent les enfants. Oui, dans c'est- les c'est- crèches, enfin dans les maternelles et tout. Ok. C'est celle C'est- qui accompagne la maîtresse. C'est ça. Ouais. C'est la deuxième maîtresse. Voilà, c'est ça. Quels parents ils étaient avec toi? Est-ce que c'était des parents sévères? Est-ce que c'était des parents avec qui tu pouvais parler de tout? Moi, comme je me suis fait élever principalement par ma mère parce que j'étais avec elle quotidiennement. J'étais avec ma mère et ma sœur. Mon père, je le voyais quelques week-ends dans le mois, mais voilà. Ma mère, assez laxiste, elle me laissait beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai commencé les réseaux assez jeune parce que elle me laissait faire beaucoup de choses. Et mon père, beaucoup plus strict. Enfin, vraiment deux parents très différents. Et ça ressemblait à quoi les fêtes de famille chez l'un et chez l'autre? Les deux, beaucoup de fêtes, beaucoup d'amour, beaucoup de musique, on danse jusqu'à 5h du matin. C'est vrai, ça danse beaucoup chez les locataires. Ouais, vraiment. Bon, et alors toi, à l'âge où les filles jouent à la Barbie ou jouent à la Marelle, toi, tu commences ta carrière, puisqu'à 10 ans, tu joues dans une série assez marrante qui s'appelait Top Fashion Z, MDR. Top Fashion Z. Vas-y, t'es obligée de nous raconter ce que c'était. C'est hilarant. En gros, quand j'étais petite, quand j'avais peut-être 7 ans, ma mère, elle m'a inscrite dans une agence de mannequins qui s'appelle Frimousse ou Maya Jancy, je sais plus c'était laquelle. Et donc, je faisais plein de petits trucs d'enfants, genre des publicités. J'avais fait la couverture du magazine Carrefour, enfin des trucs comme ça, genre trop drôle. Est-ce qu'on peut retrouver cette couverture? Ouais, je pourrais t'envoyer la photo. J'aimerais bien. Ouais. J'avais fait aussi, je sais pas, des trucs IKKS. J'avais défilé pour IKKS, je sais plus quand j'étais petite. Et en fait, un jour, j'ai été prise j'avais fait un casting pour la Grande Récré. J'ai été prise. Et en fait, c'était des mini-séries de 5 épisodes de 5 minutes sur YouTube, une web-série. Top Fashion Z avec 2 autres comédiennes. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier tournage, entre guillemets, où j'apprenais un personnage, j'apprenais un texte, où je voyais tout ce qui se passait derrière une caméra. Et j'ai adoré. Depuis ce jour-là, je me suis dit, OK, j'ai envie d'être comédienne. Je vais être actrice toute ma vie parce que j'adore ce métier. Et pourtant, avant d'être actrice, tu vas quand même te lancer d'abord sur YouTube. Ouais. Parce que, genre, 1 an après, tu te lances sur YouTube et tu montes une chaîne qui s'appelle PL Beauty. On avait fait 1 an, ça s'appelait PL Beauty & Co avec ma cousine. Et on faisait une vidéo par semaine. Donc on les montait toutes seules, on filmait toutes seules, on essayait de se voir un peu une fois dans le mois parce qu'elle habitait en Lorraine, moi à Paris. Donc je disais à ma mère, je t'en supplie, maman, dépose-moi chez ma cousine et tout. On faisait plein de vidéos. Ça a duré 1 an. Après, elle est partie de la chaîne parce qu'elle voulait plus. Et moi, j'ai continué toute seule. Mais Paola, explique-moi un truc. Comment, à 11 ans, on imagine monter une chaîne YouTube? D'où ça te venait? C'était qui tes modèles? Moi, j'étais fan de Sullivan Goued. Avant, c'était un peu moqueur. J'étais trop fan de lui, j'aimais trop ses vidéos, je voulais absolument être amie avec lui. J'ai réussi parce que regardez, c'est mon meilleur ami. Objectif, tac. Et je sais pas, j'aimais trop YouTube. J'étais une grosse consommatrice de YouTube. J'adorais. À l'époque, je te parle de ça, c'était il y a 9 ans. C'était pas du tout rémunéré, c'était pas considéré comme un vrai travail. Il y avait très très peu de YouTubeurs. TikTok, Musical.ly, tout ça, ça n'existait pas. Il y avait même pas les stories sur Instagram. Enfin, vraiment, c'était un nouveau truc. Et moi, j'aimais trop, ça me passionnait. Tu t'es éclatée sur cette chaîne. C'était vraiment juste de la rigolade. À aucun moment, j'aurais pu m'imaginer que j'allais être sur le plateau de Légende 9 ans après, que j'allais sortir un livre et tout. Vraiment, c'était pas du tout un métier qui existait, en fait. Ça n'existait pas, le mot créateur de contenu, influenceur, youtubeur. Ça n'existait pas. C'était vraiment à l'époque de Enjoy Phonics et tout. On comprenait pas trop ce que c'était le phénomène de YouTube, quoi. Tu t'es bien marrée jusqu'au moment où tu as posté une vidéo qui s'appelait 15 faits étranges sur moi, dans laquelle tu racontais que tu mangeais tes ongles de pied. Voilà. Et là, tout d'un coup, ça a un peu changé de ton. Est-ce Ouais. qu'au départ, ça a fait marrer les gens ou est-ce que tout de suite, tu as eu des réactions ultra violentes? Tout de suite, ça a fait... En fait, ça a toujours fait marrer les gens, mais dans la méchanceté. C'est-à-dire que les gens étaient en mode MDR, elle est folle, cette petite, elle est dégueulasse et tout machin. Mais c'était toujours pour me tirer dessus, entre guillemets. Et c'était assez violent pour moi parce qu'en effet, je m'attendais pas du tout à ce que le lundi, je sois personne dans mon collège et que le mardi, je sois la risée de tout mon collège, que tout le monde commençait à m'harceler tout simplement parce que je faisais quelque chose de différent. Et en plus, j'avais dit un truc qui était considéré comme étant hyper dégueulasse auprès de tout le monde et tout. Alors Parce qu'en plus, qu'avant ça, c'était ils pas savaient vrai. que tu faisais des vidéos déjà dans ton collège? Non, déjà, personne ne le savait. Donc c'est ça qui te fait vraiment exploser. Ouais, c'est ça. J'avais 100 abonnés, je faisais 50 vues par vidéo.
Vraiment, j'avais pas du tout de communauté ni rien. J'avais jamais reçu un seul commentaire négatif. Parce que j'avais littéralement 3 commentaires et c'était ma sœur et ma cousine, quoi. Tu vois, et moi qui faisais un faux compte pour écrire un truc. Donc c'était assez violent. C'était très violent. Comment on gère les critiques et les attaques, aussi violentes soient-elles, quand on a 11 ou 12 ans? Comment c'est possible? Là, t'as été obligée d'aller en parler à tes parents, parce que donc, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne savaient pas à ce moment-là que tu faisais des vidéos. En fait, ils savaient pas. Déjà, ils l'ont su parce que ma mère, elle est tombée sur ma vidéo sur Facebook. Déjà, ma mère, elle savait même pas. Elle était vraiment sur Facebook et elle a vu ma tête. Et en plus, après, il y a des tantes à moi qui ont envoyé à ma mère, genre, mais ta fille, elle est sur YouTube et tout, trop bizarre et tout machin. Donc, mes parents, ils l'ont su en même temps que tout le monde. Et ça doit être hyper violent pour des parents de voir la vidéo de leur fille, mais surtout les commentaires haineux, hyper moqueurs qu'il y a en dessous. Mais vraiment, mes parents, c'est les meilleurs du monde parce qu'ils m'ont toujours soutenue. Mais toujours. Vraiment, depuis mes 11 ans jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas attendu que ça marche pour me soutenir. Ils n'ont pas attendu de voir que je gagnais de l'argent pour me soutenir. Ils m'ont toujours soutenue depuis ma tendre enfance. Et donc, même après ces vidéos-là, ma mère, elle me disait, mais si ça te plaît, tu continues. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Il ne faut pas dire à un moment, franchement, Paola, c'est beaucoup trop violent. T'arrêtes là. Non, ils m'ont dit, on va te protéger, on va te structurer, on va être là pour toi, on va te gérer parce que tu peux pas vivre ça toute seule. Mais en revanche, si c'est ce que t'aimes, tu continues, tu t'en fous des gens qui te critiquent. Vraiment. Là, la parole s'est vachement libérée et les youtubeurs et les créateurs de contenu racontent le harcèlement dont ils sont victimes sur les réseaux et racontent la violence et la déferlance de ces vagues. Toi, t'as eu d'autres moments comme celui-ci? Ça t'est arrivé plusieurs fois d'avoir ça? Là, c'était le premier, donc c'était vraiment le truc qui a lancé, entre guillemets, ma carrière. Et même si au début, ça a été très mal accueilli, j'ai fait un compte Instagram, j'ai commencé à bosser, j'étais dans une agence, enfin, je me suis... Tu penses que sans cette vidéo, ta carrière aurait été la même ou pas? Non, pas du tout. Donc, moi, je suis hyper fière de cette vidéo. Mais bien sûr, moi, je suis trop fière de cette vidéo, elle me fait trop rire. Et pourtant, elle a été supprimée. Elle a été supprimée parce que je l'ai supprimée dès qu'elle a commencé à percer. J'ai supprimé ma chaîne YouTube et j'ai tout supprimé. J'étais en mode, plus jamais je me mets sur Internet. C'est la honte. C'est horrible ce qui se passe et tout ça. Et j'avais tout supprimé. Et en fait, ma meilleure pote, aujourd'hui, qui est toujours ma meilleure amie, Cyrine, elle me disait, mais tu t'en fous, t'arrêtes pas, t'as tellement, ça fait 1 an que tu fais des vidéos tous les jours, que tu montes comme une folle toutes les nuits, tu dors pas de la nuit pour monter tes vidéos sur iMovie et tout machin. T'en as rêvé d'être là aujourd'hui, t'as 20 000 abonnés à l'époque, j'en avais 20 000 quand la vidéo est sortie. Elle m'a dit, mais tu t'en fous, tu continues. Elle m'a dit, mais regarde, un Panda Moqueur, parce que j'étais fan de lui. Un Panda Moqueur, regarde, il a commencé aussi avec un bad buzz. Et en plus de ça, du coup, un Panda Moqueur m'a envoyé des messages sur Twitter. Sandy Jules aussi me disait, mais t'inquiète pas, t'es trop forte, continue, machin et tout. En fait, t'as eu peur à un moment ou pas? Mais bien sûr que j'ai eu peur, mais en fait, j'étais tellement passionnée, et je le suis encore aujourd'hui, que quand t'es passionnée, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et moi, à cet instant-là, je me suis dit, il n'y a personne qui va m'arrêter et je vais continuer. Et en fait, je m'en fous. Moi, les gens, ils m'insultent, mais c'est vénère. Je reçois des menaces de mort tous les jours. Les gens, ils prennent le LinkedIn de mon père, ils harcèlent mon père au travail. Enfin, c'est chaud. Ma mère, elle se faisait harceler au travail à cause de moi. Enfin, des trucs de fou. Ça part vraiment lent. Et évidemment, moi, je reçois plein de messages d'amour. Mais vraiment, 90% de mes messages, c'est des messages positifs et d'amour. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais les gens, ils se rendent pas compte qu'on est des êtres humains et qu'on voit tout ce qui se passe derrière notre téléphone. Moi, qui étais une collégienne harcelée et qui est toujours en contact avec des personnes qui se font harceler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, et même moi, je vais à la rencontre de ces personnes-là pour essayer de les aider du mieux que je peux. Je pense que déjà, le mieux, c'est il faut en parler, en fait. Il faut libérer la parole, il faut toujours en parler à un adulte, à quelqu'un de responsable. Que ce soit un personnel éducatif de ton école, une CPE, un surveillant, ta prof, tes parents, un médecin. La honte doit changer de camp, et la personne qui se fait harceler, c'est la victime, et c'est pas de sa faute, en fait. Et voilà, moi, quand j'étais petite et que je me faisais harceler, ma CPE voulait me virer moi au lieu de virer mes harceleurs. Ça a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a changé et c'est bien. Quand tu vois des filles très jeunes, des filles de 12-13 ans qui se lancent sur les réseaux sociaux, qui commencent à faire des vidéos, etc., tu sais qu'elles risquent d'être un peu aussi en proie à ces vagues de harcèlement. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Comment elles peuvent tenir face à ça? Parce que toi, on t'a soutenu. Comment tu peux les soutenir, elles aussi? Qu'il faut toujours faire attention, quoi qu'il arrive. Il faut avoir un pied dedans et un pied dehors. Il faut prendre beaucoup de recul parce que Internet, c'est sur un téléphone. Moi, quand je me fais insulter sur mon téléphone, quand mon téléphone il est dans ma poche et que je l'éteins, il n'y a plus d'insultes. Il n'y a personne qui vient te voir dans la rue et qui t'insulte. Ça n'existe pas. Il faut toujours faire ce qu'on aime, il ne faut jamais s'arrêter pour des gens qui sont haineux et qui font rien de leur vie. Mais il faut quand même se mettre des barrières et réussir à se construire en dehors de ça. Il faut bien s'entourer. Je pense que c'est vraiment le conseil que je peux donner. Il faut bien s'entourer. On s'en fout d'avoir plein d'amis. Tant que tu as une amie, même une seule, ou 2 copines qui sont là pour toi, qui te soutiennent, qui te cajolent, qui te font des câlins quand on a besoin, c'est le principal. Je voulais revenir 2 secondes à tes parents. Eux, ils sont mis au courant de ce que tu fais sur YouTube en apprenant qu'en fait, t'es finalement harcelé par des gens qui disent que t'es dégueulasse et ce que tu fais, c'est sale. Ils te laissent continuer, ce qui est quand même assez fou. Moi, je me suis quand même posé une question. Est-ce qu'ils avaient quand même conscience ou est-ce qu'ils avaient quand même dans l'idée le fait qu'il y avait peut-être des types pervers qui pouvaient regarder tes vidéos?
Parce que t'avais 11 ans quand tu commences. Ouais, bien sûr. Je pense que ça a traversé l'esprit de mes parents et puis ils m'en ont déjà parlé. Mais après, mes parents, ils savaient pas trop ce que c'était aussi, YouTube, Insta et tout. Enfin, c'était un nouveau métier. Enfin, mes parents, moi, ma mère, elle a 60 ans. Enfin, elle savait pas ce que c'était. Elle a appris, après, je lui ai appris et tout, mais ma mère, elle appelle YouTube au lieu de dire YouTube, déjà, elle comprend toujours pas que c'est YouTube. Donc voilà, oui, après, ils m'ont protégée comme ils ont pu, mais après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que un mois après, Follow m'a contactée, j'ai rencontré Follow, qui est mon agence actuellement, ça fait 8 ans que je suis chez eux. C'est une agence d'influence qui structure des talents et tout. En fait, j'étais structurée par des grands frères. Et mon père, il est très proche d'eux, ma mère aussi. Et donc, mon père, il s'est toujours senti en confiance parce qu'il s'est dit, voilà, Paola, elle est protégée par des gens qui savent faire. Ouais. Et qui savent de quoi ils parlent. T'as pas parfois le sentiment que t'es passé à côté de certains moments de ton adolescence, que t'as perdu ta naïveté un peu jeune? Ça, pas du tout? Ça te traverse pas? Des fois, je me dis que j'ai vécu des choses assez jeunes, mais je crois que c'était même pas par rapport au réseau. J'ai vécu des choses jeunes, des trucs difficiles dans ma vie personnelle, dans mes premières relations amoureuses, dans certaines de mes amitiés et tout. Ça a été dur. Ça t'est déjà arrivé en revanche que des gens te filment ou te photographient à ton insu, j'imagine? Oui, bien sûr. Ça m'arrive très souvent. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis rien, je tape la pause. C'est vrai? Ouais, vraiment. Je m'en fous. Tu vas pas essayer de leur expliquer que là, c'est pas le moment ou que... Franchement. Ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois où, tu vois, je suis en boîte et tout, je suis avec mes potes, je suis en train de danser, j'ai pas forcément envie qu'il y ait une vidéo de moi sur Twitter en train de danser avec un verre à la main. Ça m'est déjà arrivé de dire, s'il te plaît, ça te dérange de supprimer, tu vois. Après, ces gens ne veulent pas supprimer, bah, supprime pas, tant pis, fais-toi plaisir. Franchement, je m'en fous. Je me suis exposée sur les réseaux, donc en vrai, c'est le risque, quoi. Tu vois. Tu te souviens de la première chose que tu t'es achetée avec ton argent? Quand j'ai reçu mon argent, le premier truc de luxe que je me suis acheté, genre le premier truc dès que j'ai eu... Enfin, dès que j'ai eu de l'argent, j'ai offert un voyage à ma mère. Où ça? Premier contrat, je suis partie au Mexique avec ma mère 1 semaine. Mais ça, c'était le premier truc que j'ai dépensé, ouais. Et le premier objet de luxe, tu m'as dit? Premier objet de luxe, je m'étais acheté un mini sac Gucci, trop beau. Et c'était un truc de ouf à mon âge d'acheter ça. Enfin, c'est un truc de ouf d'acheter ça dans tous les cas dans une vie. Et j'étais trop fière, j'étais trop contente, je l'ai encore. Tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne, les placements de produits? C'est-à-dire qu'il y a une marque qui vient, elle te demande de parler de quelque chose, et tu vas devoir faire un nombre de contenus ou de vidéos ou de... C'est ça? Ouais, ça dépend sur quel projet, quelle plateforme et tout. Moi, j'adore travailler avec des marques à l'année. Je fais très peu de one-shots. Par exemple, je travaille avec Dior Beauty depuis 3 ans à l'année, Puma depuis 3 ans aussi, GHD depuis 3 ans. En fait, c'est vraiment des marques que je consomme quotidiennement et qui rentrent dans ma vie quotidienne. Donc, les gens, ils savent très bien que je parle tout le temps de GHD, que je parle tout le temps de Dior, que je parle tout le temps de Ganni aussi. Je suis habillée tout le temps Ganni, d'ailleurs. Mais tu testes les trucs avant d'en parler? Ouais, bah encore une fois, ouais, Dior Beauty, moi je me maquille tous les jours avec du Dior Beauty. GHD, je fais tout le temps mes cheveux avec GHD. Puma, je suis toujours en Puma. Là, ça fait 3 ans que tu bosses avec ces marques-là. Mais est-ce que, ouais. par exemple, avant, tu as commencé à faire des placements de produits avec des marques que tu as un peu regretté? Des trucs qui se sont mal passés, des produits qui, en fait, étaient pas bons ou dangereux ou... Je me suis jamais dit, oh, en fait, ces produits, c'est de la merde, le produit, il est trop dangereux et tout, parce qu'en plus, je fais très peu de skincare, etc. C'est beaucoup de trucs de vêtements, accessoires et tout, des sacs et tout, machin. Et en fait, je travaille qu'avec des marques que j'adore. J'essaye de toujours me renseigner sur ces marques-là, quel savoir-faire. Voilà, puis c'est souvent, je travaille beaucoup avec des marques de luxe aujourd'hui, donc c'est toujours des usines françaises ou italiennes. Mais donc, t'es vigilante là-dessus? Bah oui, c'est important quand même. Ok. Tu peux me parler un peu de Rihanna, s'il te plaît? Parce que je crois savoir que Rihanna a une place hyper importante dans ta vie. J'ai l'impression que dès qu'on te pose une question, quelle est la célébrité? Rihanna. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Qu'est-ce qu'elle te fait? C'est fou. Je sais pas. Franchement, c'est... Ah si, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Ça, c'est sûr que tu peux elle a répondre. tout plus que les autres. Elle a tout. Mais depuis que je suis petite, moi, ma sœur, elle a été hyper fan de Rihanna quand j'étais petite. Quand j'avais 13 ans, j'étais toujours pote avec Maya Adorable. Et elle m'appelle, elle a invité à un événement Sephora. Elle me dit, écoute, il y a un événement Sephora aux Tuileries pour l'inauguration de la marque de Rihanna. Viens, je te prends en +1, viens et tout. Et en fait, je me suis un peu incrustée parce que j'avais pas le droit d'y aller parce que j'étais mineure, ou je sais pas, il y avait un truc, il fallait avoir minimum 16 ans. Je sais plus quoi, j'avais été incrustée derrière une porte, j'avais supplié un vigile de rentrer, bref, j'avais fait tout un truc. Je suis arrivée à l'événement et Rihanna, elle m'a vue et genre, on s'est parlé et tout. Je sais pas comment ça arrivé alors qu'il y avait 40 000 personnes à l'événement. Après, vous vous êtes revus et après, elle t'a même reconnu. Après, elle m'a follow sur Insta le lendemain. Après, on s'est parlé sur Insta. Après, elle m'a reconnu 2 ans après à LA ou à Séoul. Après, on s'est vu à LA 1 an après. Après, on s'est revus encore une fois à LA. Après, on s'est revus à Paris.
Enfin, ouais, des trucs de ouf. Et Timothée Chalamet, c'est quoi cette histoire avec Timothée Chalamet? Lui aussi, tu lui as écrit des DM? Non, pas du tout. Non, mais cette histoire, juste, elle est trop drôle. J'étais à une soirée à Cannes, dans un bateau et tout. Bref, truc complètement démesuré. Quand t'es à Cannes, tu comprends rien pourquoi t'es là. Je me rappelle, en plus, j'étais invitée. J'avais ramené mes 10 potes. Ça, on a le droit de faire ça? Pas trop, mais moi, j'adore les petits trucs en somme. Je vais voir le PR, genre, je dis, s'il te plaît, rajoute sur la liste, tu mets plus 10, je ramène tous mes potes et tout. Ok, machin, c'est la fête. Je ramène tous mes potes, et on fait la fête et tout, machin. Et en fait, il y a un pote à moi qui me présente Timothée en mode juste parce qu'il est pote avec lui, et juste on se dit bonjour. Enfin, vraiment, bonjour, ça va, bravo pour tout ce que tu fais, trop cool. Il savait qui t'étais, toi, ou pas? Je pense pas. Non, non. Okay. Mais il savait que j'étais juste pote avec un très bon pote à lui, donc voilà. Bref, c'est hyper simple l'histoire. Et en fait, à un moment donné, j'ai une envie pressante. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Et en fait, j'arrive devant les toilettes. Il y a une file d'attente de fou. Fallait attendre genre une demi-heure. Moi, c'était impossible. Et en fait, je vois une petite porte à côté. On a compris maintenant. Tout ce qui est petite porte, c'est pour toi, de toute façon. Dès qu'il y a moyen de passer par une petite porte, c'est pour toi. Tout le temps. Moi, je suis très soum-soum. Ok. Je suis très fraudeuse, tu vois. Donc là, il y a une petite porte. Il y a une petite porte. Je me dis, bon, vas-y, let's go, on s'en fout. J'ouvre la porte. Il y a un long couloir. J'ouvre une autre porte. Vraiment, je voulais juste aller aux toilettes. Enfin, je pouvais plus attendre. Et j'arrive dans un endroit, en fait, c'est comme une chambre d'hôtel, une mini-chambre dans le bateau. Il y a un lit qui est défait et tout machin, donc je suis chez quelqu'un, genre. Et je me rappelle, je regarde même pas, je regarde que le sol, je m'en fous, je vais juste aller aux toilettes. J'arrive dans une salle de bain, je fais pipi, et en fait, quand je suis aux toilettes, j'entends 2 personnes rentrer dans la chambre, parler en anglais. Je me dis, oh my god, j'ai 5 secondes. Soit je pars maintenant, soit j'attends jusqu'à 2027, tu vois, chaque qui repart. Et je me dis, ok, non, je pars maintenant. En fait, je voulais pas du tout être intrusive, je voulais pas écouter. T'as pas l'âme d'une espionne, en fait. Tu voulais pas écouter ce qu'elle allait se dire. Je voulais pas, non, je voulais absolument pas écouter. J'étais comme ça, je veux pas. Je vais sortir des toilettes. Je vois Timothée Chalamet avec son pote. Et il me regarde, il est en mode, tu fais quoi? What the fuck? Genre, il est en mode, tu fais quoi? Et je dis, je suis désolée, genre, I just want to pee, I'm so sorry, I leave now et tout. Et il était en mode, ok. En fait, comme il m'avait rencontré juste avant et qu'il savait que j'étais pas une fan folle, que j'étais, tu vois, pote avec ses potes et tout machin, il s'est pas dit que j'étais une fanatique. Je lui ai vraiment dit, je suis désolée, je me suis trompée. Il était en mode, elle est un peu chelou, mais bon, c'est pas grave. Casse-toi. Peut-être que la prochaine fois que vous vous croiserez, ce sera sur un tournage. Parce que donc, tu l'as dit, t'es créatrice de contenu et actrice. Tu nous l'as raconté au début. Tu tournes en ce moment la nuit dans un octilien, c'est ça? C'est bien ça. Mais t'as commencé, je crois qu'on t'a vu au tout début dans Les Liaisons dangereuses sur Netflix. Après, on t'a retrouvé dans la série de Nawel Madani. Et là, au printemps, on va te retrouver dans Rapide. Rapide, c'est un film de cinéma qui sortira là au printemps 2025, dans lequel tu joues une pilote de Formule 1. Ouais, excellent. C'est dingue. Ouais, excellent. On a tourné. Mais comment on est venu te chercher pour jouer une pilote de Formule 1? T'as une appétence particulière pour l'automobile? Pas du tout. Moi, je suis en agence d'acting, du coup, depuis 3 ans. Là, ça fait 1 an que je suis chez Adéquate, une nouvelle agence. Enfin, je suis chez eux depuis pas longtemps. Et j'ai fait un casting, quoi. T'as fait un casting normal? Ils sont pas juste venus te chercher? Non, pas du tout. Au début, même le réel, il voulait pas trop me voir. Hein. Il pensait pas forcément à moi. Puis même, Paola, influenceuse et tout, ça fait un peu la flemme. Tu crois que ça joue, ça, un peu contre toi? Ça joue beaucoup. Ça a joué contre moi plein de fois. Et à contrario, il y a plein de réalisateurs qui m'ont appelé parce que je suis connue sur Instagram et donc du coup, c'est cool pour les vues. Mais ces réalisateurs-là, j'y vais pas. Parce que ça veut dire qu'ils me connaissent pas, qu'ils savent pas si je suis talentueuse ou pas. Et ça me plaît pas du coup d'y aller juste pour montrer ouais, je suis Paola. Non. Moi, quand je fais du cinéma, je suis Paola, je suis Popo en fait. Je suis la petite Paola qui rêve d'être actrice. Je suis pas l'influenceuse qui est actrice. Enfin, c'est 2 choses différentes, c'est 2 métiers qui sont différents et je mets de l'énergie, je mets une autre énergie en fait. C'est très différent. Donc lui, au départ, il avait pas vraiment envie. En tout cas, il était. Non, franchement, il était pas trop chaud. Hein. Donc t'as passé les castings comme tout le monde. J'ai passé le casting. Au début, on était, je sais pas, on devait être 100. Après, on s'est retrouvés, on était 10. Après, on était 5. Après, on était 3. Et après, on était 1. Et quand il t'a appelé pour te dire que c'était toi? J'ai la vidéo, parce que j'étais en train de tourner ma vidéo YouTube. J'étais avec mon vidéaste et tout machin. Et j'attendais cet appel. Et je savais que ça allait m'appeler dans les 3 jours. Et en fait, il restait plus que 3 personnes. Moi et 2 autres filles, extrêmement talentueuses en plus. En plus, une fille avec qui j'avais déjà tourné dans Aka, son premier film et tout. Je me dis, bah, ça va être elle, tu vois. En plus, elle est trop forte. Et je suis en train de tourner ma vidéo, il m'appelle. C'est mon agent qui m'appelle. Je suis en mode, ouf. Allô? Et il me dit, j'ai une très très mauvaise nouvelle pour toi. Et je dis, non. Quoi? Il me dit, tu vas devoir bosser comme une ouf parce que dans 3 mois, tu commences le tournage. J'ai hurlé, j'ai pleuré et tout. Hein. Parce que j'ai tellement bossé pour ce casting, c'était un gros...
C'est un gros film. Il y a beaucoup de budget, c'est très long pour le tournage. On a tourné pendant 3-4 mois, 5 mois, je sais plus combien de temps. On le voit conduire sur un circuit, c'est toi qui j'ai conduis? conduit une Formule 4. Non, j'avais une doublure avec moi pour les grosses scènes. T'as le permis, toi, ou pas? J'ai eu le permis, du coup. Entre-temps? Ah oui, j'ai pour passé pouvoir le faire permis. ce film. Ouais. Et d'ailleurs, sans ce film, j'aurais jamais eu le permis, je pense. Never. T'y pensais même pas? Jamais, mais c'est tellement loin de moi. Au final, j'ai le permis, donc c'est trop bien. Et tu conduis depuis ou pas? Ouais, j'ai une voiture, mais je conduis pas trop. C'était ton rêve absolument, ça, de devenir actrice? C'est ça que tu voulais faire depuis C'était le début? mon rêve, mais en fait, c'est comme un enfant qui dit vas-y, mon rêve, c'est d'être vétérinaire. Il sait pas qu'il faut faire des longues années d'études. Moi, mon rêve, c'était d'être actrice parce que j'ai un père qui est très cinéphile, donc il regarde des films tout le temps, il connaît tout sur tout. Mon père, vraiment très, très cultivé, surtout dans le milieu du cinéma et du foot. Bref. Et ouais, ça a toujours été mon rêve, mais moi, j'ai pas d'artiste dans ma famille. Il y a personne qui est acteur, il y a personne qui est artiste. On allait au cinéma, on allait au théâtre quand t'étais petite, tu dis mon père était très cinéphile. Mon père, ouais, moi je vivais pas avec mon père, mais mon père, ouais. Mais le week-end, quand tu le voyais, il t'emmenait au cinéma. Ouais, ciné, film tout le temps à la maison et tout. Ma mère, pas trop. Enfin, ma mère, elle est très séries Netflix qui font du bien, tu vois. Mais pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. D'être acteur, comment t'es acteur, quel moment tu t'as. Mais t'as fait quelque chose pour devenir actrice? T'as été dans une école, t'as appris des cours, t'as passé le conservatoire? Bah ouais, en fait, déjà, ma mère, quand j'étais petite, elle m'avait inscrite dans une agence, donc j'avais déjà vu des trucs. Quand j'ai commencé l'influence, je voyais un petit peu l'envers du décor. Et ensuite, moi, j'ai été contactée pour faire les Légions Dangereuses. J'ai été contactée pour passer le casting des Légions Dangereuses, parce qu'un Dircast qui s'appelle Nicolas Derouet, connaît Bilal Hassani, qui avait fait un casting pour Emily in Paris, et ça m'a appelé parce que on a pensé à toi pour un rôle. J'ai passé le casting pendant que je passais mon bac. J'ai eu le rôle. Après, j'ai enchaîné sur Cher Tendre, une série Gaël Langman. Après, j'ai enchaîné sur la série Noël Madani. Et après, pendant 2 ans, j'ai pas tourné. Et là, je me suis dit, OK, c'est fini pour moi. J'ai plus de caractère d'actrice. Ça a duré genre 1 an. J'ai fait 3 projets d'un coup parce que j'ai enchaîné. Mais là, c'est fini. J'existe plus. Et je me suis dit, il faut que je bosse mon jeu d'actrice. Il faut que je découvre des méthodes de jeu et tout. Et j'ai fait des ciné masterclass. Donc, en fait, tu vas à l'école pendant 2 semaines. Hyper intensément, t'es en équipe, t'es en une classe de 20 personnes. Tu rencontres des dircasts, tu rencontres des réals, tu rencontres des coachs de jeu. Et tu bosses pendant 2 semaines, du matin au soir. Et ça, je l'ai fait 3-4 fois. Et t'as beaucoup progressé? Ça aide de ouf parce que c'est trop intense. C'est pas une école, tu vois, ça va durer 1 an. Tu vas bosser, machin et tout. Mais en fait, 2 semaines, c'est intense. De 8h à 20h, tu bosses du lundi au samedi tous les jours. Qu'est-ce que t'aimes dans ce métier d'actrice? J'aime le fait que je peux être des personnes différentes à chaque fois. J'aime le fait de sortir des émotions de ma personne sans que ce soit moi, mais en même temps, ça émane de moi. Je trouve ça assez dingue. Je trouve ça ouf quand t'as 20 ans et que tu tournes un film et que tu te retrouves au lycée et au collège et du coup, tu penses à toute ta nostalgie, tes souvenirs de quand t'étais plus jeune. Je trouve ça fou de rencontrer des gens tellement différents, des gens que jamais tu rencontrerais, même en soirée, même... ce seraient jamais des gens... qui seraient tes potes dans la vie quotidienne, mais en fait, tu rencontres des gens... T'es passé à ça d'être copine avec Timothée Chalamet, hein, c'est pareil, tu vois. Et voilà. Et t'as déjà eu, par exemple, une mauvaise expérience de casting ou de tournage? Un truc qui se passe vraiment mal? J'ai jamais eu de très, très mauvaise expérience parce qu'encore une fois, c'est un métier de passion et je pense que tous ceux qui font ce métier sont passionnés. Et donc, t'arrives toujours à trouver un terrain d'entente et un terrain d'amusement, même dans le travail. Je pense que, ouais, il y a des expériences qui ont été compliquées. Quand t'as des réals qui n'ont pas ce qu'ils veulent, t'arrives pas à leur donner ce qu'ils désirent. Quand t'as des réals, des fois, qui sont un peu trop hystériques, machin, qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, parce que c'est un métier humain, en fait. Tu mets toutes tes tripes, tu mets tout ton cerveau dedans, donc des fois, c'est difficile quand sur un tournage, il y a 100 personnes. Ouais, des fois, tu t'embrouilles avec des gens. Parce que des fois, c'est compliqué, t'es fatigué, tu tournes tous les jours, tu tournes de nuit. C'est dur, mais encore une fois, c'est un métier de passion, il faut toujours se dire qu'on fait ça pour le kiff. Qu'on fait ça parce qu'on a de la chance de faire ce métier, on a la chance d'être sur un plateau, parce qu'il y en a tellement qui rêvent de faire ça, qui n'arrivent pas parce que tu dois compter sur les autres. Faut avoir un bon dircast qui t'aime bien, le réal faut qu'il t'aime bien, le prod faut qu'il t'aime bien, la plateforme faut qu'elle t'aime bien. Enfin, faut que tu sois bien aussi, non? Faut que tu sois bien sûr, mais des fois aussi, il y a toujours ce petit... J'aime pas dire ça, mais c'est la vérité, il y a toujours ce petit truc de chance. Quand t'es là au bon endroit, au bon moment. Tu trouves que t'as de la chance, toi? Ouais, j'ai beaucoup de chance. Je travaille, hein. Franchement, je travaille tous les jours. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais toi, tu travailles pas ». Franchement, je travaille tous les jours. Mais j'ai de la chance, ça c'est sûr. J'ai eu de la chance, beaucoup. Comment on arrive à rester soi-même? Comme j'en parlais tout à l'heure, je pense que c'est beaucoup l'entourage. Moi, j'ai vraiment un entourage incroyable, hyper sain, bienveillant. On s'entraide tous entre nous et on s'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour dans ma vie.
Je suis remplie d'amour, en fait. Il y a de l'amour partout. Et ça, c'est trop bien. Je suis hyper proche de ma famille. Je sais d'où je viens, je sais d'où viennent mes parents, je sais d'où viennent mes grands-parents. Mais après, la santé mentale, c'est tout être humain. Enfin, la santé mentale, c'est quelque chose de hyper important. C'est la base de tout. C'est le plus important dans une vie. Quand t'as pas de santé mentale, t'as pas de santé physique. Quand t'as pas de santé mentale, t'as pas d'énergie, t'as rien. Donc t'es Comment on fait pour prendre soin de sa santé mentale? Justement, quand on est abreuvé d'images, abreuvé de réseaux sociaux, abreuvé de gens qu'on trouve beaux, qui ont des vies qui ont l'air tellement géniales, etc. Comment on fait, nous, pour pas nous trouver moins bien que les autres? Je sais pas, ça, parce que c'est le combat d'une vie, moi aussi, même si je suis sur les réseaux et que je suis extrêmement exposée et tout ça, je me compare sans cesse aux autres, j'ai souvent des moments de doute, il y a des moments où je crois pas du tout en moi, et des moments où je me trouve hyper nulle et tout. Mais je pense que faut parler, faut libérer la parole, faut aller voir aussi beaucoup de... Moi, je pense que tout le monde devrait se faire suivre par des psychologues ou par des coachs de vie. Je pense que c'est trop important, même quand ça va. Il faut parler, quoi. C'est quoi les moments où tu te sens nulle? C'est quand le dernier moment où tu t'es sentie vraiment nulle? Et là, récemment, je me sens souvent nulle. Hein. Je me suis sentie nulle, je sais pas, il y a 2 semaines quand j'ai fait les NMA, par exemple. Les Energy Music Awards? Ouais, Energy Music Awards. Parce que c'était un nouvel exercice pour moi. J'avais animé le tapis rouge des NMA et j'interviewais tous les artistes qui venaient. Donc, il y avait tous les artistes possibles et inimaginables. Et je devais les interviewer et tout. Et c'était un exercice que je connaissais pas. J'ai déjà interviewé des gens en mode chill et tout, mais un exercice comme ça, aussi endurant, jamais. Et je me suis trouvée nulle après parce que je me suis pas rendu compte de l'envergure du truc. Je me suis pas rendu compte à quel point j'allais être exposée. Je me suis pas rendu compte à quel point ça allait être compliqué, quoi. J'étais pas prête, en fait. Mais parce que quoi, t'avais pas assez bossé? En fait, je pense que j'avais pas assez travaillé. Honnêtement, je pense que j'avais pas assez travaillé. Ça a été un projet qui s'est fait en très last minute. Voilà, j'avais 3 jours pour bosser des fiches comme ça, 50 artistes. Mais donc tu le referais pas là, si on te le Je le referais de ouf. Je le referais à 1000% et j'espère le refaire pour montrer aux gens que tu verras, la prochaine fois, je vais être la meilleure, tu vois. Mais j'ai 20 ans et je fais des erreurs et il y a des choses que j'aurais dû faire différemment. On aurait dû voir avec mon équipe, faire d'autres trucs, travailler sur d'autres choses. Je savais pas, en fait, comme c'est un truc que j'avais jamais fait, je savais pas qu'il y avait des choses dont j'étais pas que j'allais pas réussir. D'autres choses où j'allais être hyper forte. T'as vu, c'est dur. Hein. Hyper dur d'interviewer. C'est hyper dur. Hyper dur, en plus, c'est des gens que tu connais pas trop, tu sais pas comment ils vont prendre ce que tu vas dire. J'arrivais pas trop à entendre ce que je disais, j'entendais pas trop ce qu'on me disait à l'oreille, j'entendais pas ce que me disait l'artiste. C'était compliqué. Mais je rêverais de le refaire. Tout ce que tu fais, ça t'a aidé à t'accepter, à t'aimer exactement comme t'étais. Je sais que quand t'étais petite, t'aimais pas tes cheveux. Je sais qu'ensuite, t'as eu un espèce de bad buzz parce que tout d'un coup, t'avais pris quelques kilos et que les mecs se sont déchaînés sur toi. Mais c'est sérieux, ça? Tu reçois vraiment des messages de gens qui te disent que t'as grossi? Ah oui, oui. Sur Instagram et sur TikTok, j'ai dû bloquer, en gros, maintenant, et c'est trop bien, tu peux bloquer des mots-clés. Okay. Donc, tu bloques des mots-clés sur ton TikTok ou sur ton Instagram pour que des commentaires, dès que quelqu'un dit ce mot-clé-là, le commentaire, il est automatiquement supprimé. Genre, c'est bloqué. Donc, moi, quand j'ai des bad buzz et tout machin, je bloque tous les mots. Comme ça, personne ne vient polluer mes commentaires. Et je dois bloquer le mot enceinte, le mot grosse, le mot grossi, t'as grossi. Attends, enceinte? Parce qu'au départ, ils ont cru que t'avais grossi parce que t'étais enceinte? Les gens disaient sur Twitter que j'étais enceinte. Non, je suis pas du tout enceinte. Vraiment, je suis zéro enceinte. Les gens disaient que j'étais enceinte. T'es pas la seule à avoir subi ces vagues de harcèlement concernant le poids. Léna Situation avait vécu ça aussi. Est-ce que vous en parlez entre vous? Parce que c'est quand même lunaire d'avoir des gens qui t'écrivent pour te dire que t'as grossi. Ça existe un bel et bien. Et beaucoup plus que ce qu'on le croit d'ailleurs. Franchement. J'en ai déjà parlé avec Léna, j'en ai déjà parlé avec des personnes qui vivent la même chose. Nous, ce qui est trop bien, c'est que moi, j'ai mes potes d'enfance, mais j'ai aussi mes potes de l'influence. Jules, Sullivan, même Léna et tout machin. On est un gros groupe de potes et on fait face aux mêmes problématiques, aux mêmes critiques, aux mêmes insultes, à la même pression. Si demain, il fallait que t'en prennes 20 des kilos pour un rôle, tu le ferais? Non. Ça, tu le ferais pas? Je suis désolée, je peux pas. Pourquoi? T'aurais trop peur de pas pouvoir les reperdre? Impossible, j'ai trop souffert. Franchement, je suis pas prête. Genre, ça a été tellement dur pour moi, ma prise de poids. Vraiment, ça a été extrêmement dur pour moi. Donc tu passerais à côté d'un film, même aussi génial qu'il soit, si on te demandait de prendre 20 kilos? Non, mais c'est chaud. Franchement, j'ai envie de pleurer rien que d'y penser. Je peux pas. J'ai trop peur des gens, en fait. Ils vont me tuer. Enfin, je me fais défoncer. C'est chaud. Après, ouais, si c'est un film et qu'il y a un réel de ouf et tout, peut-être que j'y réfléchirai. Mais honnêtement, alors que je me déteste à dire ça, franchement, je suis une comédienne, je suis une actrice, je peux pas dire, ouais, bah non,
Tu demandes de prendre 20 kilos, tu te dis non, mais aucun acteur qui se respecte dit ça. Évidemment que tu le fais. Mais moi, ça a été tellement dur que je réfléchirais. Vraiment. Mais c'est à cause des autres que tu le ferais pas, tu te rends compte? Et c'est honteux. Mais j'assume. Non, mais pas du tout mais moi, je trouve que c'est honteux de penser comme ça. Mais ouais, j'assume, franchement, ouais. C'est violent de ouf, les réseaux. Mais t'as confiance en toi aujourd'hui, Paola? C'est le combat d'une vie, la confiance en soi. On n'a jamais 100% confiance en nous. J'ai confiance en des projets que je fais. J'ai confiance en des choses parce que j'y crois. Mais est-ce que t'es fière de toi? Quand tu regardes ton parcours, là, est-ce que tu te dis que t'as fait des trucs super, que t'es allé là où t'avais envie d'aller? Je me dis jamais, waouh, je suis fière de moi. Non. Mais, ouais, je suis fière de certains projets. Enfin, je suis fière de certains trucs que j'ai faits parce que je sais que c'était un rêve pour moi et que j'ai tellement de rêves et d'objectifs dans ma vie que j'ai pas encore fait, donc j'ai le temps d'être très fière de moi. Dans ton livre, tu racontes un épisode de ta vie assez traumatique et violent, qui est ta première relation amoureuse. T'as été avec un type qui t'a battu, on peut le dire comme ça? T'avais 16 ans. Ouais, j'étais en couple avec un mec pendant combien de temps? On a fait combien de temps ensemble? 3 ans peut-être. Et c'était une relation assez tumultueuse, une relation assez conflictuelle. On s'aimait beaucoup, enfin, c'était mon premier amour, quoi. Mais ouais, il y a eu des épisodes de violence dans notre relation. Ça a duré combien de temps avant que tu oses en parler? Parce que je crois que comme beaucoup de femmes, d'abord, tu l'as mis sous le tapis, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, quand tu te fais... moi, je me suis toujours dit, quand j'étais petite, ouais, le jour où mon mec il me trompe, je le quitte. Ouais, le jour où mon mec il me tape, mais jamais de la vie, évidemment que je le quitte, je porte plainte. Mais en fait, quand t'es dans le truc, pas du tout. Enfin, moi, il m'a trompé 100 fois, je suis pas partie. Il m'a frappé plusieurs fois. Je suis partie au bout de la dernière... Enfin, à la fois où je pensais que j'allais crever, quoi. Tu partais pas parce que tu l'aimais? Bah, déjà parce que je l'aimais, mais déjà parce que je me disais que c'était juste un épisode de colère, mais que ça allait jamais revenir. Puis je me disais que c'était de ma faute parce qu'il y a des choses que je faisais qui étaient pas bien et que je méritais ça. Il supportait pas ta notoriété, il supportait pas que tu fasses des vidéos, c'était quoi l'idée? Non, c'était pas ça. C'était juste qu'on s'embrouillait pour des choses basiques et que dans un excès de colère, sa main, elle partait, quoi. Mais même là, j'ai l'impression que tu le trouves une circonstance. Non, même pas. Même pas. Mais c'est marrant de te voir en parler et de te voir sourire en même temps. Parce que je sais même pas quoi dire. C'est vrai que j'en parle très rarement. J'en ai parlé dans mon livre parce qu'il fallait que j'en parle, parce que je parle de l'engagement, puis je parle des relations amoureuses. Et puis, il y a des meufs de mon âge, de 16 ans ou quoi, qui vont lire le livre et qui vivent un truc comme ça. Et j'étais obligée d'en parler. Mais au début, je voulais même pas le dire. Parce que moi, c'est un épisode qui m'a traumatisée. Enfin, c'est une blessure que j'ai à vie dans mon cœur et qui est encore ouverte. Et c'est dur d'en parler. C'est dur d'en parler sans pleurer. C'est dur d'en parler sans avoir de la... Enfin, j'ai tellement de peine pour moi d'avoir vécu ça. C'était hyper dur. En plus, j'en parlais pas. Et moi, je suis quelqu'un qui extériorise tout. Dès que je vais pas bien, dès que je m'embrouille avec quelqu'un ou quoi, je vais toujours appeler mes potes. Ouais, les gars, il s'est passé ça. Moi, j'extériorise à fond. J'ai aucun problème de parler de mes sentiments, de mes émotions, aucun problème. Je parle de ouf. Mais ça, c'est vrai que j'en ai parlé 2-3 ans après, quoi. Non, 2 ans après. Parce que ma pote, elle a vu que j'avais un bleu sur l'œil. Elle m'a dit, c'est chelou. Et j'étais obligée d'en parler. Ou un jour, il m'a frappé tellement fort que j'ai cru que j'allais mourir. Il fallait que j'appelle quelqu'un. J'ai dû appeler ma sœur et tout. Mais ça a pris du temps. C'était vraiment en mode survie que je disais aux autres. C'était pas pour en parler. Parce que je savais que si j'en parlais, bah, ça allait être mort. Je savais que si j'en parlais, ils allaient me dire de le quitter. Je voulais pas le quitter. Ou voilà, quoi. C'était pas possible. Et justement, parce que tu t'adresses à des filles de tous âges, elles ont pas toutes 16 ans, elles ont pas toutes 50 ans. Et que mais les violences, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, en fait? Bah déjà, en fait, les violences conjugales, quand tu penses à des violences conjugales, tu penses à des adultes. Moi, j'ai pris du temps déjà à mettre le mot violence conjugale sur ma relation. Parce que toi, t'avais 16 ans. Et lui, il avait quel âge? Et lui, il avait 19 ans, 20 ans. On avait pratiquement le même âge, mais on était jeunes. On était hyper jeunes. Et les violences conjugales, pour moi, c'était des adultes de 50 ans. Et pour moi, une femme battue, c'était une femme qui rentrait chez elle avec une boule dans le ventre, qui avait peur de se faire tuer, et le mari avec le pistolet qui est en train de... Et alors qu'en fait, c'est pas que ça, en fait. Mais c'est comme un viol. Un viol, c'est pas juste un mec qui te prend dans le bois, qui te viole et qui te découpe en 1000 morceaux. Non, un viol, ça peut être aussi ton mec, ça peut être une agression sexuelle dans le métro. Enfin, voilà. Donc, faut pas avoir peur des mots. Et moi, j'avais peur du mot violence conjugale, j'avais peur du mot femme battue. Même encore aujourd'hui, ça me fait très bizarre de le dire. J'avais peur de tous ces mots.
Et je veux dire à ces jeunes filles de 14, 15, 16, 17 ans et tout, qui se font taper par leur mec, bah frère, c'est une violence conjugale et il faut en parler, il faut porter plainte, il faut se barrer de la relation. En fait, vraiment. Il faut en parler. Il faut pas... Mais t'es la mieux placée pour savoir que c'est pas si facile. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur, ça m'a pris 2 ans. Même là, aujourd'hui, c'était il y a 4 ans, j'ai encore du mal à en parler. J'en parle, j'ai le cœur qui bat, j'ai envie de pleurer. Donc c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. T'as porté plainte contre lui? J'ai porté plainte, ouais, il y a 2 ans. Et ça a donné quelque chose? Non. C'est peut-être ça le problème, non? C'est pour ça que tu portes pas plainte. Ouais, bah ouais. Parce qu'on se fait jamais écouter, on n'est jamais pris au sérieux. Si t'as été reçue comment, toi, quand t'as été portée plainte dans un commissariat? Moi, c'était après un épisode d'harcèlement un peu et tout avec lui. Et donc, en fait, quand je suis arrivée au commissariat, j'ai pas dit toute la vérité. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il m'a tapé, j'ai dit on s'est battu. Des trucs comme ça. Genre, parce que t'avais honte ou parce que tu voulais encore le protéger? Parce que les deux. J'avais honte. J'avais honte et je voulais le protéger parce que j'avais pas envie qu'il finisse en prison. Je sais pas, en fait. C'est trop bizarre ce qu'on ressent. Je pense qu'il y a que les femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu qui peuvent comprendre. C'est tellement bizarre. T'as envie qu'il meure, mais en même temps, t'as de l'attachement pour cette personne. T'es un peu amoureuse de ton bourreau. T'as pas envie qu'il aille en prison parce qu'au final, tu te dis, mais au fond, je sais qu'il est gentil. Même s'il est horrible avec moi, au fond, je sais que c'est quelqu'un de bien. Et tout, donc c'est très bizarre. C'est très contradictoire. Alors, qu'est-ce qui a fait que t'as porté plainte et que t'as pas retiré ta plainte? Parce qu'à partir du moment où t'avais déposé plainte, tu savais qu'il pouvait aller en prison. Non, mais j'ai porté plainte, mais en fait, ils m'ont rappelé 2 ans et demi après. Donc j'ai porté plainte il y a 3 ans, et ils m'ont appelé il y a pas très longtemps. Il y a vraiment pas très longtemps, il y a 3 semaines. Et là, t'as dit quoi? Bonjour, on a reçu votre plainte sur le bureau, donc c'est le monsieur machin, est-ce qu'on peut... J'ai dit, laissez tomber, c'est bon, moi ma vie elle est réglée, je suis heureuse dans ma vie, je pense qu'il est heureux dans sa vie, tout va bien. Je veux même pas d'histoire. T'as pas eu peur qu'il reproduise ce qu'il avait fait avec toi avec d'autres? Non, parce que je l'ai recroisé il y a pas très longtemps, et on a parlé, et il s'est excusé, et il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Et pour moi, c'était ça la victoire. J'avais même pas besoin de la police et tout. Moi, j'avais besoin juste qu'il se rende compte de ce qu'il m'avait fait. J'avais besoin d'entendre « Je suis désolée, je t'ai frappé, tu as été la victime, j'ai été horrible avec toi, je m'excuse. » Voilà. J'avais besoin juste d'entendre ce mot-là pour me construire. Pour me dire « Ok », parce que le plus dur quand t'es une victime de viol, d'agression, de tout ce que tu veux, c'est que le coupable, il reconnaisse pas ce qu'il t'a fait. Ça, pour moi, c'est le plus dur. Et moi, le jour où il s'est excusé, c'est comme s'il y avait 400 tonnes sur mes épaules qui ont quitté le sol en mode « Waouh, c'est fou ! Ok, je suis pas folle. Ok, il s'est vraiment passé ça. Ok, je suis légitime. Ok, genre, c'est pour ça que j'ai été aussi blessée. C'est pour ça que je suis une femme un peu fissurée. Parce que je suis pas folle, en fait. Et ça, pour moi, c'était la meilleure des victoires. Et aujourd'hui, t'es encore fissurée ou t'es bien réparée? Je pense que comme je disais, c'est une fissure qui restera. Je me rappellerai toute ma vie du jour où je pensais que j'allais mourir. Je me rappellerai toute ma vie du jour où j'ai appelé mon père en pleurs, où j'ai appelé ma sœur en mode « venez me sauver ». Je me rappellerai toute ma vie des bleus que j'avais sur la jambe, du bleu que j'avais sur le visage. Je me rappellerai toute ma vie. Mais j'en parle, je me construis. T'as réussi à refaire confiance à un homme? J'ai des petits trucs, des réflexes un peu parano et tout. Ça, c'est sûr, c'est des séquelles, genre. Bah, je sais pas, par exemple, après, je me suis mis en couple avec un mec pendant 2 ans, et on s'embrouillait. À chaque fois, je lui disais, me frappe pas. Mais il me disait, mais je vais jamais te frapper. Je vais jamais te toucher. Mais tu sais, c'est des automatismes, un peu, t'as peur. Enfin, tu deviens vraiment une personne que tu veux jamais être, en fait. Moi, je suis devenue la femme que je déteste. Donc, c'est très particulier, mais c'est beaucoup aussi de, manipulation. Tu deviens limite toi-même perverse un peu de ta propre personne. Enfin, c'est très bizarre. Hein. Mais je suis sortie de ça, c'est bon. Et tu penses que tu vas continuer à faire des contenus longtemps ou à un moment tu vas switcher et devenir que actrice? Bah, pour l'instant, les deux marchent très bien. Je peux faire les deux, je suis complémentaire. Voilà, je fais du cinéma, en même temps je fais de l'influence, puis j'arrive à être actif dans les 2 domaines, donc c'est trop cool. Active, pardon. Pour l'instant, ça va. Après, je sais pas si un jour... Mais j'arrêterai pas l'influence, parce que j'adore ça. J'adore ma communauté, puis j'adore le fait d'être d'être proche des gens, en fait. YouTube, ça te permet d'être hyper proche des gens, de parler de plein de trucs. Quand t'es actrice, t'es pas toi-même, t'imprègnes un personnage, donc c'est ouf et tout, mais les gens ne connaissent pas vraiment. Donc moi, j'aime trop les deux. Est-ce que t'es encore capable de passer une journée sans téléphone?
Je suis totalement capable. Incapable. Totalement capable. Ah, capable? 100% capable. Et bien sûr. 100% Ok. capable. Donne-le-moi, tu le récupéreras demain. Je dois tourner dans 1 heure, donc là, tu me poses T'as pas problème. besoin de ton téléphone pour tourner, c'est parfait. Merci beaucoup, Paola, d'être venue nous voir aujourd'hui dans Legend. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, évidemment, pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bon tournage. Et donc ça, je le garde, on se retrouve demain. Regarde, ok. Allez, on se retrouve demain. Allez. Ciao.